Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour partir à la découverte de l'un des plus grands vols de l'histoire de France, aussi appelé le casse du millénaire, le célèbre vol des joyaux de la couronne en 1792. Au lendemain de la Révolution française, dans un Paris encore incertain et malfamé, émerge la nouvelle figure du citoyen, à la recherche de liberté, se retournant contre la monarchie, menaçant ainsi la position de Louis XVI. Lors du 21 juin 1791, la célèbre fuite à Varennes, où Louis XVI, Marie-Antoinette et leurs enfants tentent de s'enfuir des Tuileries, accélère le mouvement de révolte citoyen. Ayant un doute sur la fiabilité du roi, les bijoux qui étaient alors en sa possession sont réquisitionnés par les sans-culottes et placés au garde-meuble du roi, aujourd'hui hôtel de la Marine, place de la Concorde à Paris, pour éviter toute contre-révolution. Un inventaire des joyaux de 1791 précise que tous les bijoux sont à leur place. Cependant, récapitulons. Le trésor des joyaux de la couronne fut constitué par François Ier, trésor qui sera transmis de souverain en souverain jusqu'à la Révolution. Les joyaux de la couronne sont alors constitués de la fameuse cotte de Bretagne, la plus ancienne pièce de la collection, un rubis rouge ainsi que 7 autres pierres formant la base du trésor sous François Ier. C'est seulement sous Louis XIV que la collection prendra tout son éclat, suite au legs du cardinal Mazarin en 1661 de 18 diamants nommés les Mazarins. Parmi eux se trouve le célèbre Sancy de 55 carats, considéré au XVIIIe siècle comme le plus beau diamant d'Europe, ou encore le miroir du Portugal. À cet héritage s'ajoutent des pierres du bout du monde, grâce au travail de Jean-Baptiste Tavernier, voyageur, qui est l'un des premiers à aller en Inde et à ouvrir la voie des mines de diamants aux Européens. Ainsi, plus de 1000 diamants seront destinés à la collection royale. En effet, ces pierres se devaient d'incarner la personnalité des hommes du pouvoir. Ils pouvaient être montés pour une occasion et réutilisés ultérieurement pour d'autres événements. Ainsi, ces joyaux tous inestimables devaient révéler le statut et la richesse de son commanditaire. On pare alors les souverains des éléments les plus précieux. C'est ainsi que nous pouvons admirer le célèbre rubis Côte de Bretagne de François Ier sur la toison d'or de Louis XVI, quelques jours avant le vol, ou encore le diamant Sancy dans les cheveux de Marie-Antoinette. Le fameux Côte de Bretagne avait été retaillé par Louis XV quelques années auparavant afin de lui donner une forme de dragon. Cette collection inestimable voit pourtant son destin basculer dans la nuit du 11 au 12 septembre 1792. Le trésor était alors enfermé dans les salles derrière la colonnade de l'actuel hôtel de la Marine. À cette époque, l'édifice se situait entre le Louvre et le bois des Champs-Élysées, lieu malfamé réputé pour ses activités nocturnes. Le tout étant bordé de l'actuelle place de la Concorde, surnommée Place de la Révolution, où trônait une statue de Louis XV. Ainsi, le lieu n'est pas surveillé et les rondes ne sont pas effectuées dans les salles des bijoux de la couronne. Le climat de guerre civile, les massacres de septembre favorisent cette insécurité et cette liberté pour les malfrats. Dans cette fameuse nuit du 11 au 12 septembre, plusieurs hommes parvinrent à escalader la façade de la colonnade et à s'introduire dans les salles des bijoux. C'est ainsi que débuta 4 nuits de casse et de débauche où les hommes en de plaisantes compagnies dérobèrent un peu plus chaque soir les joyaux de la couronne de France. Parmi ces vols, la disparition du Régent, un diamant inestimable de 140 carats. Sa taille, particulière dite taille en brillant, permet un scintillement incomparable. Le diamant, retrouvé 2 ans après le casse, avait été porté pour la première fois par Louis XV en 1721 et fut par la suite serti sur la couronne du Sacre en 1722. Il sera ensuite monté sur la couronne de Louis XVI. Le diamant Hop, surnommé le grand diamant bleu ou le diamant maudit, fut lui aussi dérobé et retrouvé qu'en 1830 lors d'une vente aux enchères à Londres, où il fit retailler et perdut ses 112 carats d'origine. La particularité de ce diamant est du fait de sa réputation sulfureuse. Rapporté par Jean-Baptiste Tavernier en 1668 d'Orient, il aurait été arraché de la statue de la déesse Syrah dans un temple saccagé.
Bien qu'aucun fait n'ait été prouvé, Tavernier fut certainement le premier à être victime de sa malédiction. Ruiné, il mourut dévoré par des chiens sauvages. Louis XVI et Marie-Antoinette, héritiers de ce merveilleux diamant, furent guillotinés. Le diamantaire, qui entreprit de le retailler au XIXe siècle, mourut de chagrin suite au suicide de son fils. D'héritier en héritier, la pierre fut acquise par la famille Hope, puis par Pierre Cartier en 1911, pour terminer sa route à Washington. Ce vol reste l'un des plus grands mystères de l'histoire. L'hypothèse d'un casse commandité par Danton, ministre de la Justice pour le duc de Brunswick, afin de racheter la victoire de la République à Valmy face à l'armée prussienne, est soutenue. Certains voleurs sont retrouvés quelques mois plus tard, puis guillotinés. Cependant, le cerveau de l'opération n'aura jamais été démasqué. Par la suite, les joyaux retrouvent leur place auprès des souverains. Jusqu'à Napoléon III, mais la République naissante réserve un mauvais sort au trésor. En 1887, une vente historique des pierres précieuses est organisée. Une partie des joyaux sont aujourd'hui exposés dans la galerie d'Apollon du musée du Louvre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à partager, commenter et me suivre sur les réseaux sociaux.